Bonjour à toutes et toutes. L'objet de cet e-learning est de vous exposer les grands principes diagnostiques et thérapeutiques d'urgence, des traumatismes graves des membres supérieurs et inférieurs et du bassin. Ainsi, les objectifs pédagogiques de rang A et B sont exposés sur cette diapositive. Ainsi, il faudra savoir suspecter et diagnostiquer cliniquement une fracture, la confirmer radiologiquement, savoir rechercher les complications essentielles graves des fractures et connaître la conduite à tenir en urgence. Nous verrons donc successivement la définition du traumatisme grave, le diagnostic du traumatisme de membre, quelles sont les classifications des fractures ouvertes, quelles sont les complications immédiates possibles des traumatismes de membre, quelle est la prévention et la prise en charge immédiate des complications des traumatismes de membre. Nous ferons une synthèse rapide concernant la fracture du bassin et enfin un exposé des messages essentiels à retenir. D'abord, qu'est-ce qu'un traumatisme grave ? Eh bien, je vous renvoie ici à la définition des critères de Vittel qui sont exposés ailleurs dans un autre e-learning concernant le polytraumatisme. Plus spécifiquement pour le traumatisme grave de membre, la présence d'un ou plusieurs des critères exposés sur cette diapositive définit la gravité. S'il y a au moins 2 fractures des os longs, une amputation proximale au-dessus du poignet ou au-dessus de la cheville, s'il y a dégantage des doigts par exemple, s'il y a écrasement d'un membre, une ischémie aiguë avérée, ou bien si le traumatisme de membre s'accompagne de signes généraux comme un coma avec un score de Glasgow inférieur à 13, une pression artérielle systolique inférieure à 90 ou une désaturation périphérique avec une SpO2 inférieure à 90%. Une chose essentielle, simple à retenir dans un premier temps, c'est que la fracture de la diaphyse fémorale, fracture de fémur donc, signe en général la violence du traumatisme. Et donc, en présence d'une fracture du fémur, il faut absolument rechercher l'existence d'autres lésions traumatiques. On peut voir par exemple sur la radiographie centrale de cette diapositive une fracture bifocale déplacée de la diaphyse fémorale gauche, et on imagine bien quelle a dû être la violence du traumatisme pour provoquer une telle fracture. Vous noterez que si l'existence de fracture est évidente sur cette radiologie au centre de la diapositive, eh bien sur la radiographie de gauche où il existe une fracture du condyle externe fémoral, le diagnostic est moins évident de prime abord. Il faut se souvenir que pour diagnostiquer une fracture osseuse, il faut rechercher une rupture de la corticale, ce qui est le cas dans cet exemple-ci et qui peut être moins évident sur d'autres radiographies. En tout cas, une bonne connaissance de l'anatomie normale osseuse est un préalable indispensable pour pouvoir diagnostiquer la rupture corticale. De la même façon, pour casser les os du bassin, il faut une énergie cinétique assez importante ou une force d'écrasement importante, ce qui fait que toute fracture du bassin signe aussi l'existence d'un traumatisme grave au même titre que la fracture de la diaphyse fémorale. Bien sûr, cette fracture du bassin et notamment du cadre obturateur, les branches ischio- et iliopubiennes, est relativement fréquente lors des chutes du sujet âgé, mais dans les autres cas de figure, cela s'inscrit souvent dans un polytraumatisme et donc cette fracture est grave. L'implication évidente de l'existence d'une telle fracture, c'est qu'il faut absolument rechercher l'existence d'autres traumatismes qui pourraient mettre le pronostic vital en danger, comme les lésions intracrâniennes, intra-abdominales ou intrathoraciques. Comment fait-on le diagnostic de fracture de membre ? Eh bien, cliniquement d'abord, l'existence d'une douleur ou d'une impotence fonctionnelle est assez aisée à retrouver chez le sujet ou le blessé conscient. La déformation, bien sûr, d'un membre peut aider. L'existence d'une plaie ou d'un hématome suspect, on regarde une déformation d'un membre, par exemple. En cas de suspicion, de très forte suspicion clinique, il faut toujours une confirmation radiologique et cette radiographie doit toujours englober les articulations sus- et sous-jacentes pour ne pas ignorer justement les fractures articulaires ou les luxations. Toute plaie en regard d'un foyer de fracture fait porter de manière systématique le diagnostic de fracture ouverte. Pourquoi est-ce qu'il est important de porter ce diagnostic ? Eh bien, parce que l'existence d'une fracture ouverte fait courir un risque d'infection osseuse et de séquelles fonctionnelles très graves, et ça implique qu'il faut premièrement administrer une antibioprophylaxie et deuxièmement prendre en charge chirurgicalement le plus tôt possible ce genre de fracture. Pour ce qui concerne le diagnostic des autres types de traumatismes de membres, comme les brûlures, les écrasements, les traumatismes pénétrants, eh bien c'est là encore une fois l'examen clinique qui est au premier plan et l'anamnèse.
Vous voyez qu'il existe différentes classifications des fractures ouvertes. Je vous laisse les découvrir sur cette diapositive. L'essentiel à retenir, c'est que lorsque la plaie, en regard de la fracture, ne peut pas être fermée par des points de suture habituels sans exercer de tension sur les berges de la plaie, eh bien, ça signe une fracture ouverte grave qui va nécessiter une prise en charge chirurgicale rapide. Vous avez sur cette diapositive différents exemples de fractures assez habituelles rencontrées lors des traumatismes après accident de la route par exemple. Vous avez à gauche une fracture de la fibula, de l'extrémité inférieure de la diaphyse tibiale. Sur la radiographie suivante, une fracture complexe comminutive de la diaphyse fémorale. Sur la diapo suivante, une fracture fibulaire et tibiale, et la même fracture sur la dernière diapositive dans une incidence de face. Voici exposées sur cette diapositive les principales complications immédiates possibles des traumatismes de membres. Tout d'abord, bien sûr, l'hémorragie et le choc hémorragique, notamment lorsqu'il y a fracture de gros os longs comme le fémur, fracture fémorale diaphysaire qui, à elle seule, peut provoquer une perte sanguine d'un demi-litre à 2 litres de sang au minimum. Bien sûr, il peut aussi y avoir hémorragie extériorisée évidente par plaie vasculaire. Il peut exister une atteinte nerveuse sensitivomotrice par section ou compression d'un tronc nerveux. Il faudra rechercher un déficit sensitivomoteur sous la lésion chez le blessé conscient coopératif. Bien sûr, on ne peut pas faire ce diagnostic chez le patient inconscient. Il faudra rechercher un syndrome de loge, c'est-à-dire une compression veineuse, artérielle et nerveuse au sein d'une loge musculaire en raison de l'existence d'un hématome et d'un œdème étendu. Cela se manifeste essentiellement par une douleur importante chez le blessé conscient et il existe une tension importante de la loge musculaire considérée, ce qui peut se diagnostiquer à la fois chez le patient conscient ou chez le patient inconscient. L'ischémie aiguë de membres au cours des traumatismes est assez peu fréquente, elle existe tout de même. On peut la diagnostiquer par les signes classiques d'ischémie aiguë, pâleur, absence de pouls distal, notamment pour ce qui concerne le pouls radial, mais ça peut être plus difficile à mettre en évidence cliniquement au membre inférieur. Une douleur, une paralysie sensitivo-motrice qui peuvent être des signes d'ischémie dépassée, mais sont également des signes qu'on retrouve très fréquemment, c'est-à-dire l'impotence musculaire et l'impotence fonctionnelle et la douleur, qu'on retrouve fréquemment chez le blessé avec fracture de membre. Donc tout cela est à réévaluer après réalignement du membre et immobilisation pour éviter la douleur, remettre dans l'axe éventuellement les os et fractures osseuses mal alignées et minimiser les compressions nerveuses et vasculaires si elles existent. Enfin, l'embolie graisseuse est une complication importante à redouter, des fractures des os longs. Le syndrome d'embolie graisseuse résulte du passage dans la circulation systémique de tissus graisseux. En fait, ça survient toujours au cours des fractures osseuses, mais dans le syndrome d'embolie graisseuse, il s'agit d'un passage en grande quantité de graisse dans la circulation qui va emboliser les capillaires, les vaisseaux pulmonaires et provoquer ce qu'on appelle un syndrome de détresse respiratoire aiguë, une insuffisance respiratoire aiguë et qui peut nécessiter une prise en charge réanimatoire. Cette insuffisance respiratoire aiguë peut survenir dans les quelques heures qui suivent la fracture et potentiellement 48 voire 72 heures après. Le passage de tissus graisseux dans la circulation embolise les vaisseaux pulmonaires, mais en passant soit par la circulation pulmonaire normale, soit par des chintes intrapulmonaires, peut aller emboliser la circulation systémique et notamment cérébrale et provoquer des accidents neurologiques, un type d'ischémie cérébrale. Quels sont maintenant les grands principes de prise en charge, de prévention de ces complications? Eh bien, pour ce qui concerne l'hémorragie, en présence de fractures fémorales par exemple, ou de fractures avérées du bassin, l'expansion volémique
le remplissage vasculaire pour lutter contre l'hypovolémie et le choc hémorragique doit être systématique. Ce traitement est détaillé un petit peu plus en profondeur dans d'autres topos, dans d'autres e-learning, notamment celui sur le polytraumatisme. Bien sûr, s'il existe une hémorragie extériorisée évidente, il faudra exercer une compression directe sur la plaie hémorragique, voire en cas de délabrement tissulaire important rendant cette compression directe difficile, exercer une compression artérielle proximale, en sachant que cela peut ne pas suffire et qu'il faudra, pour un temps le plus court possible, peut-être envisager la pose d'un carreau compressif. Se souvenir toutefois que en présence, par exemple, d'une fracture fémorale isolée provoquant un choc hémorragique, il faudra absolument rechercher d'autres causes de choc éventuelles occasionnées par le polytraumatisme, comme des lésions organiques intrathoraciques ou intra-abdominaux, par exemple. Le traitement du syndrome d'embolie graisseuse fait appel à des notions spécialisées et à un traitement de réanimation, mais pour ce qui concerne sa prévention, elle est relativement simple. Il faut réaligner le membre et l'immobiliser, parce que la mobilisation du foyer de fracture provoque le passage de tissu graisseux dans la circulation systémique. Donc, un maître mot, réalignement et immobilisation. Pour ce qui concerne la prévention des atteintes nerveuses sensitivo-motrices, de l'ischémie aiguë, du syndrome de Loge, etc., eh bien, le principe, finalement, de prise en charge est le même. Il faut réaligner et immobiliser. Au besoin, en réduisant une luxation sous sédation analgésie, en utilisant une attelle. L'existence d'une fracture ouverte doit faire injecter une antibioprophylaxie systématique, vérifier la prévention antitétanique et faire demander un avis chirurgical urgent. La chirurgie doit être pratiquée dans les 6 heures après fracture ouverte, ce qui permet de réduire les complications, l'incidence des complications infectieuses. Enfin, la prise en charge de la douleur provoquée par les fractures de membres repose encore une fois sur l'immobilisation et sur l'analgésie multimodale médicamenteuse. Concernant la fracture du bassin, son diagnostic clinique chez le sujet conscient est relativement facile, puisque l'existence d'une douleur à ce niveau, au palpé du bassin ou une douleur spontanée, une sensibilité proche de 100%, ce qui fait que chez un blessé conscient qui n'a pas mal au bassin spontanément, ou quand on palpe, quand on essaie de comprimer les crêtes iliaques par exemple, ou quand on appuie sur la symphyse pubienne, eh bien un blessé qui n'a pas mal dans ces circonstances a très probablement pas de fracture du bassin. Chez le blessé inconscient, on pourra, pour diagnostiquer cette fracture, rechercher une instabilité en comprimant les crêtes iliaques. En ce qui concerne le diagnostic radiologique, bien sûr, il repose d'abord sur la radiographie face-profil standard, mais aussi, en cas de fracture du bassin, essentiellement sur la tomodensitométrie, qui permet d'être exhaustif et de bien appréhender la configuration spatiale des différentes fractures. On verra ça sur les diapositives suivantes. En ce qui concerne les complications de la fracture du bassin, elles peuvent être multiples. Il peut y avoir des lésions des structures adjacentes, comme par exemple des lésions urétrales, des lésions vésicales, rectales, vaginales. Et la complication la plus fréquente, finalement, c'est l'hémorragie, voire le choc hémorragique par lésion des plexus veineux pelviens. Quels sont les grands principes de sa prise en charge? Tout d'abord, l'analgésie, l'immobilisation, comme pour les fractures de membres, au besoin avec une ceinture pelvienne. Nous verrons sur les diapositives suivantes comment elle peut se mettre en place. Et puis éventuellement une traction pour les fractures instables du bassin bifocal qui associe par exemple une rupture de la symphyse pubienne et une fracture sacro-iliaque. Se souvenir qu'il ne faut pas pratiquer de sondage urétral initial, aveugle, en cas de fracture du bassin, avant d'avoir un bilan radiologique complet qui écarte toute lésion urétrale préexistante et ou avis spécialisé. S'il y a hémorragie, il faudra d'emblée pratiquer une expansion volumique et discuter très rapidement dans la demi-heure qui suit avec le radiologue et le chirurgien pour savoir par où commencer, artérioembolisation, pose d'un clan de Gans que nous verrons sur les diapositives suivantes ou pratique d'un packing chirurgical péritonéal.
Vous avez ici sur cette diapositive une fracture assez simple de la branche ischio-pubienne gauche qui permet d'illustrer l'intérêt de l'automodensitométrie et notamment des coupes multiplans pour bien visualiser la configuration spatiale de la fracture en question. Comme vous le voyez sur la fracture de face, sur la radiographie de face du bassin, la fracture du toit du cotyle n'est pas si évidente que ça et on la reconstruit bien par des coupes frontales en reconstruction multiplan et on voit qu'il y a vraiment une fracture transversale du toit du cotyle. Voilà, cette diapositive illustre là encore l'intérêt qu'il y a à pratiquer le scanner en cas de suspicion ou de fracture du bassin, puisque vous voyez que les coupes multiplans à l'extrême droite permettent de faire des diagnostics de multiples fractures qui sont assez peu évidentes sur la radio de bassin de face. Et puis au milieu, les coupes en reconstruction 3D montrent la géométrie spatiale de tous ces foyers de fracture. Vous avez ici la fracture qu'on appelle la fracture en livre ouvert ou en open book. Vous voyez qu'il y a une désinsertion complète, très large de la symphyse pubienne. Le bassin, les deux ailes du bassin sont ouvertes, si vous voulez. Et bien sûr, souvent dans ce cas de figure, il y a hémorragie importante pelvienne et la prise en charge initiale repose sur la mise en place, premièrement, de la ceinture pelvienne, et vous voyez comment elle doit se placer en regard des trochantères, très important pour pouvoir resserrer et refermer les deux ailes iliaques. Ensuite, devant l'existence d'une telle fracture, avec instabilité hémodynamique, eh bien, il faudra décider rapidement dans la demi-heure comment est-ce qu'on prend en charge cette complication hémorragique. La première étape est bien souvent, mais bien sûr ça dépend des conditions locales et des possibilités de prise en charge, mais il faut normalement faire une artério-embolisation, et s'il y a persistance de l'instabilité hémodynamique, ensuite mettre en place chirurgicalement un clan de Gans, que nous verrons sur la diapositive suivante, ou pratiquer une autre fixation chirurgicale externe, comme par exemple la mise en place de fixateurs externes. Et si, malgré toute cette prise en charge, il y a persistance de l'instabilité hémodynamique et qu'on est certain que l'instabilité hémodynamique, que le choc hémorragique est dû à cette fracture du bassin et non pas à d'autres lésions intra-abdominales ou intrathoraciques, eh bien, il faudra pratiquer un packing chirurgical pré-péritonéal au bloc opératoire. Vous voyez sur cette diapositive des exemples de clans de Gans qui permet de restaurer la coaptation parfaite des articulations sacro-iliaques et donc de refermer les deux ailes iliaques et de rétablir la configuration anatomique à peu près normale du bassin et par là même de comprimer les hémorragies veineuses pelviennes qui ont pu survenir. Pour récapituler, quels sont les messages essentiels à retenir? D'abord, que l'association réalignement et immobilisation des fractures participe à l'analgésie, à la prévention de l'embolie graisseuse et à limiter les lésions de compression et d'hémorragie. La radio face profil systématique des membres est essentielle, comprenant toujours les articulations sus et sous-jacentes. Se souvenir que l'automodensitométrie est préférable pour diagnostiquer plus finement les fractures du bassin, que l'antibioprophylaxie est systématique et immédiate s'il y a fracture ouverte, se souvenir qu'une fracture ouverte, son diagnostic est relativement simple, toute effraction cutanée en regard d'un foyer de fracture constitue une fracture ouverte, pas de sondage urétral avant bilan si fracture du bassin, il faut un avis spécialisé dans l'heure si fracture ouverte, puisque pour bien faire, il faudrait opérer ces fractures ouvertes avant la 6e heure pour éviter au maximum les complications infectieuses. La complication la plus fréquente de la fracture du bassin, c'est l'hémorragie sous-péritonéale et le choc hémorragique qui s'ensuit. Il faut un avis spécialisé radiologique et orthopédique dans les 30 minutes s'il y a choc hémorragique et fracture du bassin. Souvenez-vous l'algorithme qu'on a vu 2 diapositives avant. Et toujours penser à chercher d'autres lésions abdominales, thoraciques, crâniennes, rachidiennes, si il y a traumatisme grave de membres ou de bassin, et d'autant plus si cela s'accompagne d'un état de choc. Je vous remercie.